Si t'es un fan d'Aaron Rodgers et des Jets, t'es probablement en train de pleurer en ce moment. Malheureusement, man, la star de la NFL s'est blessée dès la Week 1. Je pense qu'il n'y avait même pas 3 jours de fait. Tac! Rupture complète du tendon d'Achille. Moi et Marc, on se demande comment ce type de blessure-là arrive sur le field. Puis on se pose la question, est-ce qu'on peut prévenir ce genre de season-ending injury? Stay tuned, bonne écoute! Alright, bam. Fait qu'en 2 semaines, dans la NFL, il y a eu 2 blessures de tendon d'Achille, en fait des ruptures de tendon d'Achille. On a eu la fameuse histoire de Aaron Rodgers, qu'on a entendu beaucoup parler, mais quelques jours avant ou la semaine avant, il y avait aussi J.K. Dobbins. Fait que je pense que c'est un sujet qui est d'actualité qu'on veut parler aujourd'hui. On a vécu, je pense qu'il y a un gars avec qui on a joué ou 2 dans nos années à Laval qui ont vécu ce genre de blessure-là, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler. Fait que je pense que t'es meilleur que moi à ce niveau-là. Veux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé, si t'es au courant dans le cas des 2 blessures d'Aaron Rodgers ou de J.K. Dobbins? C'est-tu des situations différentes, la façon dont c'est arrivé, puis qu'est-ce qui a causé ces blessures-là? As-tu vu les clips de slow-mo des 2 blessures de Dobbins puis de Aaron Rodgers? J'ai vu celui d'Aaron Rodgers, Dobbins, je l'ai pas vu. Sur lui de Dobbins, pour vrai, on voit pas grand-chose, mais dans les 2 cas, les gars se sont fait tackle en même temps qu'ils prenaient un step back ou qu'ils prenaient un weird step avec leurs jambes. Et c'est comme ça que la blessure est arrivée. Okay? Si on regarde plus précisément, c'est quoi une rupture du tendon d'Achille? C'est simplement lorsque ce tendon-là est soumis à une force qui est trop grande pour sa capacité. Souvent, ça arrive, il y a 2 composantes. Il faut que ça soit high force. C'est souvent high velocity aussi. Donc, par exemple, rapide, c'est bien rare. Yeah, exact. High speed, high velocity était une action qui est rapide. Fait que je prends un step back, j'essaie de sprint, je fais un changement de direction trop vite, trop fort. Ouais. Ou comme dans le cas d'Aaron Rodgers puis de J.K. Dobbins, ben, en plus qu'ils étaient en déplacement, il y avait un defender qui était sur leur dos. Fait que comme leur tendon avait 0 chance à ce moment-là. Puis quand tu regardes le clip de Aaron Rodgers précisément, là, tu vois, il prend un step back pendant qu'il y a un defender sur le dos, puis tu vois son mollet faire une espèce de mouvement de spring. Tu vois vraiment le tendon sur les clips de la NFL, si tu mets au slow-mo, qui snap. C'est là que c'est arrivé. Je l'ai pas vu. Le tendon d'Achille, c'est pas le tendon qui est techniquement le plus fort ou un des plus forts du corps humain en plus? C'est le tendon le plus fort du corps humain, mais c'est aussi le tendon qui est le plus souvent injured. Pour quelle raison? Je sais pas pour quelle raison exactement c'est lui qui est le plus injured. Peut-être pour la même raison pour laquelle c'est le plus fort. C'est que c'est le tendon qui est le plus utilisé dans la vie courante puis dans les sports. Je veux dire, tu sprints, tu sautes, tout part de ton pied, tout part de ton lower leg. Tu marches, même si on sort du contexte du sport, tu marches, tu fais à tous les jours. Et à tous les jours, tes mollets contractent. Il y a une force qui est transmise de ton pied vers le reste de ta jambe. Ça aussi, il est hyper utilisé. C'est une des raisons pour lesquelles il est hyper fort. Pourquoi il est plus injured que les autres? Je suis pas sûr, man. Puis je pense pas que personne n'est vraiment sûr, mais je pense que c'est juste par la nature du sport, du fait qu'on fait autant de changements de direction, autant de sprint, whatever. Ouais. Honnêtement, il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à la façon que l'humain a évolué. T'sais, si on pense que l'humain en tant qu'espèce a évolué à partir d'une créature qui était peut-être quadrupède, donc qui avait moins de load de répartie sur tous ses membres, puis qu'on s'est redressé éventuellement, peut-être que c'est beaucoup trop de load pour être une créature à bipédaire, à 2 jambes. Ouais. So, maybe there's something there. Okay. I don't know. En ce moment, je suis 100% dans la spéculation. Ouais, parce que de toute façon, en général, les blessures tendineuses, c'est pas si fréquent que ça. Ou du moins, les blessures, les ruptures tendineuses, c'est rare. T'sais, les autres que j'ai en tête, c'est genre quelqu'un qui se déchire le tendon rotulien, mais tu sais, ça arrive pas souvent, là. Je veux dire, ça arrive pas souvent où on va voir des benchers, des powerlifters qui se déchirent le tendon du pec. Yeah. Fait que là, pow, ça c'est les pires vidéos à regarder, ou tendon du bicep. Puis souvent, les blessures tendineuses vont venir chez
des athlètes dopés. Puis je pense qu'il y a un impact là-dessus, que le muscle peut-être progresse trop en force versus le tendon, peut-être. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit, là, mais... Écoute, mettons on parle des bodybuilders puis des powerlifters. C'est du monde qui vont s'entraîner énormément à lever des charges lourdes puis à lift. Puis c'est pas du monde qui vont faire nécessairement beaucoup de mouvements élastiques ou pliométriques. Puis si on regarde les impacts, je dis rarement, mais comme tu as dit, man, c'est zéro en fait. Là. J'ai jamais vu faire j'ai jamais vu un bodybuilder faire je sais pas, même les plyo push-up pour qu'ils soient plus élastiques ou peut-être un powerlifter fait des box jumps de temps en temps, puis tu le vois quand il bouge, c'est stiff. C'est stiff. Et l'impact au niveau des adaptations de ton tendon de ce type d'entraînement-là, donc pliométrique, saut, sprint versus lever des charges, est différent, est complètement différent. Lever des charges lourdes va increase la stiffness de ton tendon, ce qui est quand même une bonne chose d'un certain point de vue parce que ça va augmenter le transfert de force, mais à plus basse vitesse que ton muscle peut faire sur un mouvement. Par exemple, si on parle du pec, je bench lourd, je bench fort, ben, ton tendon devient plus stiff, il est capable de transmettre plus de force, il est capable de permettre à ton pec de transmettre plus de force vers ton mouvement, vers tes os pour pousser la charge. Okay? Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être plus élastique. La différence, c'est qu'un tendon élastique va être capable de transmettre la force en subissant une déformation naturelle qui est due au mouvement. Okay? Parce que la contraction pliométrique est vraiment plus rapide. Ce qui fait en sorte que ton muscle se contracte fort, vite, tellement vite que ton tendon a besoin de stretch pour transmettre la force. Versus si je bench, c'est lent, c'est pas le même stretch qui arrive au niveau du tendon. Okay? Donc, longue histoire courte, l'élasticité et la stiffness, c'est deux caractéristiques différentes pour ton tendon. Il y en a une qui s'entraîne à haute vitesse, donc avec les plyos, les jumps, le sprint, puis il y en a une qui s'entraîne plus à basse vitesse. Okay? Si ton tendon est très stiff, il n'est pas nécessairement élastique, et inversement. So, si d'un coup sec, par exemple, tu demandes à un tendon qui est très stiff de faire de transmettre de la force à haute vitesse, il n'est pas adapté à ça. Puis il y a un plus grand risque de blessure à ce niveau-là. Puis même si on pousse le stiffness d'un tendon à un autre niveau, là, puis que mon tendon est hyper stiff parce que je fais beaucoup de muscu puis je suis fort, ben il n'est pas capable de se stretch nécessairement autant. Un tendon stiff n'a pas la capacité de s'allonger. Puis ça met du stress, plus de stress au niveau de ton muscle. Ça veut dire que ton muscle doit compenser, lui, en s'allongeant plus. Ça, c'est un mécanisme qu'on pense que ça peut jouer sur un muscle strain, donc un claquage, par exemple, ou même sur la rupture d'un tendon au niveau d'un pec ou whatever. OK. So, là, on a pris une tangente, là. Ouais. Mais overall, là, pour que ce soit un tendon du bicep, tendon du pec, puis tendon d'Achille, s'il y a une rupture, c'est parce que le tendon a été soumis à une force trop grande par rapport à sa capacité. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Okay? Fait que c'est ce qui s'est passé dans les deux cas. Là. Exact. Puis, on peut aller voir après ça certains facteurs de risque. On peut parler de choses qui font en sorte que, par exemple, Aaron Rodgers était plus à risque de se blesser un tendon d'Achille. Mais overall, il y avait quelqu'un sur le dos, man. Je veux dire, il a essayé de sortir, de break le tackle. Il a pris un step back. Puis il y avait quelqu'un sur le dos, man. Les forces étaient juste trop grandes. La vitesse était juste trop grande. Puis, man, Aaron Rodgers a presque 40 ans, man. Puis l'âge est un gros facteur par rapport au risque de blessure. Plus tu es vieux, plus tu as de chances de blesser. C'est comme... Selon moi, dans le cas d'Aaron Rodgers, c'est le facteur le plus important qui a joué là-dedans, là, outre le fait qu'il y avait quelqu'un sur le dos. Yeah, c'est son âge.
Mhm. Puis c'est quasiment comme un freak accident, dans le fond. Là. Je veux dire, il y en a qui sont plus freak que ça, mais c'est à peu près ça comme type de blessure qu'il faut vraiment que ce soit comme un mouvement spécifique. Tu sais, c'est vraiment comme il a été bad lucké. Je veux dire, si le gars il embarquait sur le dos une demi-seconde plus tard ou plus tôt, ça aurait été différent si son pied n'était pas ancré de la même façon. Puis ça, right? Yeah, le sport, tout sport a une nature chaotique, dans le sens que il y a un paquet de choses qui peuvent arriver à des bons timings, mauvais timings. C'est impossible de prédire certaines choses ou de prévenir certaines choses. Ouais, c'est ça. Je veux dire, man, Nick Chubb, as-tu checké la game des Browns? Non, pas tout. Nick Chubb, man, s'est fait tackle direct dans le genou. Son genou a viré à l'envers. Il n'y a Oh! pas. Ah non, c'était. Le slow-mo, man, c'était pas beau, man. C'était vraiment pas beau. Mais, man, tu vas me dire que s'il avait fait plus de deep lunge puis de knee over toes qui aurait pu prévenir cette blessure-là? Ben No non. way, man. Je veux Non, c'est ça. dire, il y a des choses que tu peux pas prévenir. Non, Surtout exact. dans un sport de collision, man. Puis Mhm. Dobbins et Aaron Rodgers, c'est ça qui est arrivé, man. Puis on entend, tu sais, le gros du dilemme, pas du dilemme, mais du débat en ce moment que je vois que ce soit sur Twitter ou que ce soit par rapport aux gars, aux joueurs de la NFL qui en parlent, on entend vraiment les gars parler de. Apparemment, bien des gars dans la NFL veulent plus jouer sur du turf. Comme quoi, le turf augmente le risque de blessure. Puis là, c'est un big talk of the town. Je suis le premier à me dire que j'ai envie de jouer au flag, j'ai envie de faire un paquet de sport, mais si ça implique de jouer sur un turf, moi, ça me tente plus. Avec mon historique à moi de blessure au genou, je veux dire, quand je jouais, c'était différent, ou peu Mm-hmm. importe. Avec mon historique, je me limite de jouer au flag foot à cause de ça. Puis, tu sais, penses-tu que si c'était sur un grass, ces gars-là auraient pu éviter leur blessure? Fait que là, on va parler de Dobbins puis de Rodgers, mais ça pourrait être aussi vrai de Nick Chubb. Est-ce que être sur un grass, les crampons n'auraient pas été restés aussi ancrés dans le sol, le pied aurait pu bouger puis ça aurait pu prévenir une blessure? Comme on le sait pas réellement, c'est des spéculations, mais penses-tu que ça a un impact à ce niveau-là? Puis on aurait pu éviter ces blessures-là si c'était sur un grass? Man, si on parle de Rodgers, Dobbins puis Chubb, man, no way, man. Non? Je veux dire, tu l'as dit, là, y a pas, je peux pas être sûr, là. Je peux pas être sûr. Peut-être qu'il aurait pris un step différemment si ça aurait été du grass au lieu du turf. Man, tu check les replays, je veux dire, c'est juste la culmination d'un paquet de facteurs qui est arrivé. Puis, je veux dire, il y a eu des grosses collisions. Soit sur un turf ou du terrain naturel, cette collision-là va arriver pareil. Mhm. Euh, je, je pense vraiment pas pour leur cas précis. Pour avoir vu les clips et Ouais. regarder les clips, peut-être que de jouer sur du grass, ça permet de diminuer le risque de blessures, d'autres types de blessures. Peut-être des non-contact injuries. Mhm. Maybe. Mais honnêtement, c'est dur à dire. Puis je pense que c'est vraiment étudié. On a pris le temps d'essayer d'aller trouver des stats, voir s'il y avait une plus grande prévalence de certains types de blessures sur du turf ou du grass. Je sais pas, j'ai l'impression que les données se contredisent un peu. On dirait qu'il n'y a pas de consensus clair encore. Je sais Ouais. pas, toi, qu'est-ce que tu as vu, là? Ben, en cherchant, là, juste avant qu'on parte le recording, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu voyais des données dans tous les sens. Je pense avec ce que j'ai vu, il y a un certain trend qui aurait plus de blessures sur un turf, mais le pourcentage est vraiment pas aussi gros que je pensais. T'sais, moi, je m'attendais à avoir un genre 30-40% plus élevé de ACL, de high ankle sprain, de peu importe. Mhm. C'est pas ce que j'ai vu. C'est vraiment pas ce que j'ai vu. T'sais, la stat que j'ai ressortie, là, que j'ai notée, c'est celle qui provient du NFLPA. Probablement qu'ils se sont basés sur des études sur des joueurs de la NFL. Ce que eux notaient, c'est qu'il y avait un risque de blessure de non-contact. Je veux dire que ça arrive tout seul sur une cote ou sur peu importe, plus grande de 28% pour le lower body sur du turf versus sur du grass. Puis 32% de plus haut risque sur tout ce qui est non-contact knee injuries. Puis overall, pour les chevilles, les pieds, ça serait 69% plus élevé. Fait que ça, c'est des chiffres qui sont gros. Mais quand on prend l'ensemble du picture, c'est pas ce qu'on voit en termes de nombre de blessures égales. Tu sais, un autre stat qu'on voyait, c'est
en moyenne, une game dans la NFL, il y a 5 blessés sur du grass puis 5,4 sur du turf. Les blessures sont peut-être différentes, il y a peut-être un paquet d'affaires qui rentrent en c'est compte. ça, Mais... man. 30%, ça peut avoir l'air d'un gros chiffre, mais quand on regarde la prévalence réelle, tu te rends compte que c'est peut-être une blessure de plus pour toute la saison. I don't know. C'est peut-être pas si prévalent que ça. Je sais pas. Moi, c'est sûr que si tu me dis que tu augmentes mon risque de blessure au genou de 32%, enfin, tu sais, j'aimerais ça trouver une façon qui soit pas 32% plus élevé, là. Réellement, après ça, il y a une année, je me souviens plus c'est laquelle, il y avait des stats qui sortaient parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ACL une année dans la NFL. Autour de 2018, si je me trompe pas. Ou peut-être même un petit peu avant ça. Puis, il y avait, on va dire, une trentaine de blessures de ACL dans l'année. T'sais. Puis là, il y en a sûrement qui étaient sur des grass, il y en a sûrement qui étaient sur des turfs, mais je me dis 32% de 30, ben, c'est quasiment 9 des blessures, si on veut, qui auraient un impact. Donc là, je veux dire, on fait des maths avec des maths, puis ça marche pas, là, mais il y a probablement un facteur de risque, mais il y a plus de... Tu sais, je pense qu'il faut plonger plus loin là-dessus. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, parce que là, c'est vraiment un sujet de l'heure dans la NFL et dans plusieurs sports. Vraiment. Écoute, je suis vraiment pas convaincu, là, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être du fait que ton pied reste vraiment plus collé sur le turf. Donc, peut-être que si ton pied aurait slidé, puis que le bout de gazon serait parti à la place en faisant une cote X, peut-être qu'il y a un mécanisme là, un facteur de risque là. Mais de toute façon, la façon que je vois ça, c'est, mettons pour la NFL, là, de juste changer leur turf pour exclusivement des terrains naturels. Est-ce que ça leur change vraiment de quoi? Ça leur coûte-tu vraiment plus cher? Ou whatever? Fait que, si les joueurs veulent ça, man, puis que ça change pas la game, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une action qui amène pas nécessairement de grosses conséquences, même si on n'est pas sûr. Bon, à la limite, je vois que ça peut ramener des bénéfices. Tu sais, c'est niaiseux, là. Ça coûte plus cher. Tu sais, je veux dire, un turf coûte cher, mais ils leur font X nombre d'années. Un turf, un grass, c'est l'entretien qui coûte cher. Puis après ça, je sais qu'il y a des équipes qui, tu sais, ils ont des grass dans un dôme, puis ils sortent dehors, puis ci, puis ça. Après ça, il y a toute la question de toutes les équipes du Nord. Je veux dire, New England, Buffalo, comme, est-ce que Ouais, c'est ouais, ouais. réaliste d'avoir un grass? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Faut qu'ils trouvent une façon, s'ils veulent, d'avoir un dôme pour leur grass, puis j'ai aucune idée. Là. Ça peut être vraiment complexe. Mais après ça, d'un point de vue, OK, ça, c'est un investissement de le faire. Est-ce que la NFL fait plus d'argent si Aaron Rodgers se blesse pas, si J.K. Dobbins se blesse pas, si Nick Chubb se blesse pas? Puis là, c'est pas le turf qui les a blessés, mais si pour de réellement, il y a une diminution du risque des blessures, les gars sont plus à l'aise de poursuivre, de jouer une année de plus parce que, regarde, ils n'ont pas ce stress-là, parce qu'ils sont plus confortables à jouer sur du turf. Ben, go for it. T'as des big names qui vont continuer à jouer, peut-être, et ainsi de suite. Okay. Non, clairement, la NFL a tout intérêt à ce que les joueurs restent en santé et jouent très longtemps, surtout les star players. Là. Exact. Okay. On revient sur le tendon d'Achille. Ouais, c'est là que je m'en allais. Fait que je voudrais qu'on parle de... Tu sais, à la base, là, soit les facteurs de risque, fait qu'on a parlé de tout ce qui est Turf Monster, les vrais facteurs de risque ou les fameux stupid takes. Tu sais, de quoi on parle de comme ça va faire une différence. Je pense que c'est intéressant, puis il y a des trucs qu'on croit, des trucs qu'on croit pas, mais je partirais avec ça. C'est quoi à ton avis les stupid takes de genre, man, ça fait pas de sens. Le monde dit que ça aurait prévenu la blessure, mais comme à la base, tu peux pas prévenir une blessure, tu peux vraiment diminuer le risque, absolument. Ça, j'en ai aucun doute que tu peux diminuer le risque de blessure, mais c'est quoi les trucs qu'on entend le plus parler dans ces situations-là de blessure au tendon d'Achille? Hey man. Tu sais, je veux dire, la blessure d'Aaron Rodgers a fait le tour de l'Internet. Là. Tout le monde a une opinion sur ce qui est arrivé. Puis j'ai vu un paquet de strength coach, physio, autres, émettre des takes, man, des opinions qui n'avaient pas rapport, man. First, je vous garantis que personne n'aurait pu prévenir ces blessures-là. OK? Ça, c'est numéro 1. Puis, man, j'ai vu quelqu'un qui a dit que si Aaron Rodgers aurait fait des stretches de mollet pre-game, que ça l'aurait empêché son tendon d'Achille de rupture. C'est ridicule. N'importe quoi. Ça n'a pas rapport. Premièrement,
un stretch à basse intensité, juste un stretch normal, ne va pas stretch ton tendon. Ça va seulement stretch ton muscle. So, ça ne prépare aucunement ton tendon à un effort ou à être prêt à être plus élastique. Okay? Mm-hmm. So, ça, man, quand j'ai lu ça, je sais comme... Le gars, il voulait juste dire quelque chose sur ce qui se passait pour avoir des views, ou je sais pas, man. Ou peut-être qu'il est juste stupid. Stupid take, man. Une autre affaire, man. Les fameux T-brace. Plus capable. Puis on le voyait partout, man, sur IG avant que le blessure de... Avant la blessure d'Aaron Rodgers. Mais, man, yo, sur IG, là, je suis un paquet de strength coach, étant donné que c'est le domaine dans lequel je travaille, puis je veux m'inspirer, je veux voir comment les autres font, puis je veux m'inspirer aussi de bonnes idées. Mais le désavantage, c'est qu'aussi, tu vas avoir un paquet de mauvaises idées qui apparaissent. Puis, yo, je sais pas, mais on dirait que les strength coach, c'est comme, quelqu'un commence à parler de tib raise, tout le monde parle de tib raise, puis tout d'un coup, le tibialis raise est un des meilleurs exercices du monde, comme si on l'avait jamais essayé, jamais parlé, puis que c'était nouveau. Okay? Mm-hmm. C'est comme une espèce d'affaire de trend, man. C'est comme ça que les trends fonctionnent. I guess c'est comme ça que l'être humain fonctionne, mais des fois, c'est gossant. Puis le fameux tib raise, c'est sûr que tu l'as vu, Marc, man. Je suis sûr que tu l'as même essayé ou que tu en as rajouté je n'ai fait plein, je n'ai fait souvent. Yeah. Est-ce que tu étais ahead of the curve ou c'est toi qui es parti à trend ou tu as suivi à trend? Je sais pas, je l'ai fait way back quand on était à Laval. Fait que dans ce temps-là, on n'entendait pas parler. Je faisais des standing puis des seated avec un dumbbell. Que ça, c'était un coach qui m'avait proposé ça puis que j'avais ça dans ma planification. Fait que ça date de, je sais pas moi, 2016, 2017, les premières fois que j'en ai fait. Puis cette année, je voulais essayer différents trucs. Je me suis inscrit sur la plateforme de Ben Patrick, ATG Guy, de Knees Over Toe Guys. Puis j'avais fait ces plans-là. Puis lui, c'est un des... c'est probablement lui qui a rendu ça trendy récemment le plus, là, tout ce qui est tib raise. Puis à ce moment-là, j'en faisais à 2 ou 3, je sais plus combien de fois par semaine dans ces plans-là. Je pense que ça vient beaucoup aussi de l'inspiration de Charles Poliquin de Way Back. Je pense que c'est quelque chose que lui a promu beaucoup, puis que lui a beaucoup de... Charles Poliquin avait des disciples, là, du monde qui vivait pour être comme Charles, ou qui vivent encore pour être comme Charles. Fait que je pense qu'il y a une aurait pu se partir une secte, man. Ben, c'était pas loin de ça, for real. Puis on rit, OK? À ce sujet-là. Ben Patrick fait partie d'une vraie secte, en passant. Puis je suis pas le plus informé sur c'est quoi cette secte-là, mais Ben Patrick fait partie d'une vraie secte. Puis c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression que tout ce qui est ATG est secte-like. OK? Hot take, là, mais c'est vrai, il fait partie d'une secte qui s'appelle la Scientologie. Puis son gym qui est à Clearwater, Florida, c'est comme le HQ de la Scientologie. Fait que t'es en train de me dire que toi, tu faisais les programmes d'un gars de secte, Marc? Ouais, pis tu y faisais confiance? Pourquoi pas? Ben, même si mon trainer il fait partie d'une secte, je remets sérieusement en doute sa capacité de critical thinking, man. Toi, man, c'est toi qui dis ça, le gars des petits thés à l'herbe, à la paille comme Bouboudi. Tu pourrais fitter dans plein de sectes, puis moi aussi, je suis le premier. Ma blonde me dit tout le temps que je pourrais me faire rentrer dans n'importe quel secte, n'importe quand. Fait que j'ai fait partie de la secte des vegans, j'ai fait partie de... Ouais, toi, t'aurais pu faire partie d'une secte, man, 100%. 100%, man. Ça, pour moi, la secte des vegans, 2, la secte des carnivores. Ouais, je vais toutes les faire. Fait que... Tu vas toutes les... on ferme la parenthèse des sectes, man. Ouais, mais revenons au tib raise. Revenons là-dessus parce que moi je suis curieux. Définitivement, c'est pas ça qui va prévenir une blessure au tendon d'Achille, mais je suis sincèrement curieux. Est-ce qu'il y a un avantage à faire des tib raise puis à entraîner directement ton tibialis anterior? Parce que je me dis, t'entraînes ton bicep, t'entraînes ton triceps, t'entraînes ton pec, t'entraînes ton dos, t'entraînes ton quad, t'entraînes ton hamstring. Ça a-tu du sens si t'entraînes tes mollets d'entraîner aussi ton tibialis? Puis honnêtement, I don't know, mais pour moi, ça fait du sens. Pour commencer, le tib raise, là, c'est le mouvement inverse du calf raise. Okay? Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, qui n'ont pas nécessairement un visuel, qui ne sont pas sûrs c'est quoi, donc, au lieu de forcer pour monter sur la pointe des pieds, avec une charge ou pas de charge,
tu voudrais forcer pour tirer les orteils le plus haut possible, vers ton genou le plus haut possible. Donc, au lieu d'activer les muscles de ton mollet, t'actives ton tibial antérieur, okay, qui est comme l'antagoniste des muscles de ton mollet, right? Je pense que l'idée de base, c'est que tu veux conserver une bonne balance musculaire. Donc, si tu entraînes ton mollet, l'agoniste de l'antagoniste se retrouve à être le tibial antérieur. Fait que tu veux faire le mouvement antagoniste. Après ça, okay, l'idée de balance musculaire, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Puis, je veux dire, je m'assure que tous mes programmes soient bien balancés, OK, musculairement. Le tib raise, peut-être que d'en faire un peu, ça peut être intéressant pour garder cette balance musculaire-là. Je suis pas convaincu que tu as besoin de loader avec une charge pour avoir un réel bénéfice, OK? Je veux dire, c'est quoi l'action numéro 1 du muscle des agonistes du mollet, okay, des gastrocs du solaire? Ben, dans un contexte sportif, c'est pas de faire des calf races avec 300 livres sur le dos. C'est de faire des mouvements qui sont de nature pliométrique, dans le sens que il y a un quick shortening, il y a une contraction rapide, puis il y a un concentrique et un excentrique rapide. Okay? Puis ton muscle tibial vient peut-être agir en tant que stabilisateur ou autre, ou agir en co-contraction, mais je sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant pour aller chercher une meilleure amplitude de mouvement, avoir un peu plus de dorsiflexion, mais sinon, je veux dire, ça serait quoi le réel intérêt de le charger? Je suis vraiment pas convaincu. Honnêtement, je ne sais pas. Je pose la question. Parce que quand tu vas faire de la plio, quand tu vas sauter, ton tibial antérieur va être activé. Quand tu vas sprinter, il va être activé. Tu vas l'utiliser. Il n'est pas inactif. Je veux dire, la balance devrait se faire au niveau de ton lower leg, va se faire naturellement si tu fais des mouvements de nature explosive, de nature sportive. Peut-être que, je sais pas, si un athlète s'entraîne comme un bodybuilder puis que la seule stimulation qu'il y a au niveau du lower leg, c'est de faire des calf raises avec du poids puis du seated calf raise, peut-être que là, il n'y aura pas le choix de faire du tib raise pour venir balancer ça. Mais si tu fais des sauts, tu sprints, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça peut être intéressant peut-être si... Non, je pense pas. Ça peut être un exercice intéressant si tu manques de dorsiflexion. Peut-être que d'aller chercher une meilleure activation de ton tibial antérieur peut aller t'aider à aller chercher une meilleure dorsiflexion. Mais même là, ça dépend. Parce que si toi, il te manque de dorsiflexion parce que, je sais pas, l'anatomie de ton pied fait en sorte qu'il y a un abattement osseux au niveau de ta cheville, ben man, tu peux faire autant de tib raise que tu veux, tu vas juste irriter ton os puis tu n'auras pas une meilleure dorsiflexion. Si te manque de dorsiflexion parce que tes mollets sont vraiment tight pour XYZ, ben tu peux faire autant de tib raise que tu veux, ça ne va pas nécessairement release tes mollets non plus. Je veux dire, l'histoire avec les trends, c'est que souvent, on focus sur un exercice, un mouvement pris 100% hors contexte, puis on lui attribue un paquet de bénéfices. Mais c'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil pour la nutrition. Puis je pense que la façon de le voir, c'est OK, là, il y a un trend, puis c'est exagéré, puis ça amène la lumière à un sujet. Fait que là, ça amène la lumière à un groupe musculaire, ça amène la lumière à un exercice. Puis c'est pas, ça n'a pas besoin d'être un end-all be-all. Mais de la même façon qu'à mon avis, par exemple, le trend de carnivore, de Carnivore MD ou de Sean Baker ou peu importe, ça amène un trend, ça amène la lumière, ça fait parler, puis c'est en tant que tel, je pense pas que ce soit comme all that, ce soit comme la chose que tout le monde devrait faire. Par contre, je pense que ça amène aussi un intérêt intéressant que tu peux venir en chercher quelque chose puis l'appliquer dans une réalité qui est plus sensée. Par exemple, Carnivore MD parle de manger du organ meat puis ci puis ça. Ben peut-être que ça peut être intéressant pour n'importe qui d'en intégrer aussi, sans dire que c'est l'aliment le meilleur au monde que tout le monde doit manger en X quantité. T'sais. Puis je le vois du même principe à l'entraînement. T'sais, je sais pas si mon allusion était bonne, mais
je pense qu'on peut en retirer à travers tout ça. Tu sais, même principe, on peut en retirer du squat ass to the grass versus un squat qui est un box squat. Ce serait comme quasiment deux antithèses d'un point de vue philosophique pour certaines personnes. Tu sais. Fait que, Je veux dire, l'histoire, c'est de remettre le sujet, le mouvement ou la trend dans un contexte, puis avec ton esprit critique de voir comment est-ce que ça fit ton contexte à toi, dans le contexte dans lequel tu veux l'appliquer. Faire attention parce que, je veux dire, si on se fie juste aux choses dont on parle, qui sont trendy, puis qu'on prend juste ces sujets-là, puis c'est juste là-dessus qu'on focus, ben on va finir avec un paquet de choses qui ne sont pas nécessairement connectées ou qui ne forment pas un ensemble solide. absolument. Je veux dire, à la base, puis c'est pas trendy parce que c'est plate, mais l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble, de commencer avec un objectif qui est global, une vue qui est holistique. Fait qu'on parle de nutrition, tu veux parler de tes habitudes de vie aussi, tu parles d'entraînement, on commence pas en parlant de OK, quel exercice. Mettons, je fais un training plan. OK? Exemple que je fais un training plan. Je vais pas commencer en me disant quel exercice que je veux plugger dans mon training plan. Je commence en me disant OK, c'est quoi les objectifs? Le jeune que j'entraîne, c'est quoi son expérience d'entraînement? C'est quoi les fonctions de son corps en ce moment? Est-ce qu'il manque de mobilité à telle place? Est-ce qu'il manque de force dans un tel mouvement? C'est quoi le sport qu'il joue? Je veux dire, puis le désavantage avec les réseaux sociaux et les trends, c'est qu'on part avec le schéma de pensée inverse. On commence par les micro-choses, les micro-détails, puis on se dit, OK, ces détails-là vont faire la différence. Ben, je veux dire, c'est pas ton tip race qui va faire en sorte que tu vas être un meilleur joueur de foot ou que tu vas t'empêcher de te claquer ou d'avoir une rupture du tendon d'Achille. De la même façon que... Tu prends un step back, c'est... Yeah, exact. De la même façon que l'ashwagandha, c'est pas ça qui va faire monter ta testostérone puis qui va te faire prendre 20 livres dans l'off-season. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est que ça nous fait focus sur des détails puis il y a du monde qui embarque juste dans le détail sans l'entrer dans le big picture. Puis je pense que le problème est là peut-être avec... Je veux pas dire le problème avec le T-Braze, mais avec le hype et le trend autour du T-Braze peut-être. Puis je veux dire, ça fait partie de la nature humaine de porter son attention vers les choses qui semblent trendy, dans le sens que si on en parle, c'est sûr qu'on va y porter plus attention. Exact. Ça flash bien plus, puis c'est bien plus intéressant de se faire dire « Hey, cet exercice-là va régler tous tes problèmes, puis il va te faire gagner 40 pouces sur ton vert » versus de step back puis de dire « Ouais, si tu veux prendre du vert, ben tu prendras pas 40 pouces, tu vas peut-être prendre 5-6 pouces, puis ça va te demander beaucoup de travail, ça va être plate, il va falloir que tu refasses les mêmes choses over and over and over. Puis number one, si tu veux prendre du vert, ben il va falloir que tu sautes. » Puis ça va être long. Ça va être long, puis il va falloir que tu le fasses. De plein de façons, de façons variées. On cherche les shortcuts, puis c'est normal. Yeah, ben, je sais pas si c'est... Pour moi, je trouve pas ça normal. Je pense que c'est dans notre nature humaine, dans le sens que ça va être notre réflexe numéro 1, puis ça va être le réflexe du mouvement de masse. Mais pour moi, ça devrait pas être normal. T'sais, de prime et d'abord, on peut pas aller à l'encontre de notre réflexe humain, qui va être de se dire OK, oui, ça a l'air intéressant, puis d'y porter attention. Puis, je veux dire, j'ai vu les trucs sur les T-Brace, puis j'ai trouvé ça intéressant au début. J'ai commencé à checker, j'ai scrollé, j'ai même essayé des mouvements, mais c'est pas normal dans le sens qu'il faut pas sticker là-dessus. Il faut dire OK, ça a attiré mon attention, maintenant je step back, puis je prends une vue d'ensemble. Ça devrait être normal. Normal veut pas dire bien, mais normal veut dire que c'est la nature humaine, puis c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qui est normal. Par contre, il y a bien des affaires qui sont normales, qui sont pas la chose à faire. Hey, c'est normal de passer tu sais, tu reviens chez vous le soir, c'est normal d'écouter la TV de 6 à 10. Mais non, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non! C'est ça que tout le monde fait, puis c'est normal. Puis là, t'es pas normal si toi, tu trouves pas ça normal. Mais comme, yeah, normal comme dans le sens, c'est la norme, c'est la majorité. Exactement. Puis le dernier, fini les T-Brace, je pense qu'on a fait plus que le tour des T-Brace. L'autre affaire que j'ai vu que tu avais noté pour le podcast aujourd'hui, c'est tout ce qui est... Puis c'est un concept que j'avais jamais entendu des mots dessus, de ce qui est heel down training ou heels up training. Fait qu'il y en a, il y a du monde qui joue que par le heel down training, puis il y en a qui jouent juste par le heels up ou heels off the floor ou whatever you call it. Comme, pour vrai, explique-moi c'est quoi. I don't even know. Man,
c'est un autre stupid take que j'ai vu sur Twitter. Un trainer X a dit que le Hills Down Training avait take le Achilles de Aaron Rodgers. Mais comme, Je pense que je j'ai veux vu ça. dire, l'histoire d'avoir un dogme puis de le démoniser. Puis c'est bien souvent les trainers font ça pour mettre en valeur leur méthode à eux. Mais Mhm. je veux dire, tu mets ça dans. Je veux dire, c'est encore une fois, man, c'est un peu comme le tip race, c'est de focus sur un élément, puis de l'embellir, puis de mettre le focus sur un élément de soit ton training ou tes méthodes. So, eux qui disent que le Hills Down Training, écoute, man, je savais même pas que c'était un C'est quoi thing, le j'avais Heels Down entendu Training? parler. Écoute, je savais même pas que c'était un thing. J'avais entendu parler d'un paquet de type de training qui focus sur, mettons, le bowstring, sur le X, sur le whatever. Puis, tu sais, je veux pas qu'on focus sur précisément le hill down training, mais c'est pour ceux qui pensent que de s'entraîner à faire des changements de direction en mettant beaucoup de stress sur le mollet, euh, mettons, je prends une cote, OK? Mais c'est dur à le décrire en mots, là. Mais je prends une cote, je suis un DB, je peux prendre un T-step, donc je peux breaker en utilisant l'intérieur complet de mon pied, OK? Ouais. Ou je pourrais breaker en mettant beaucoup de poids, en mettant la pression sur l'avant de mon pied, puis en Mhm. laissant mon talon descendre. Ouais. So, I guess que ceux qui disent que le hill down training, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'habitude d'utiliser ce mécanisme-là, biomécanique, pour faire leur cut ou pour faire des calf raises ou autre. Mais OK. comme, je veux dire, c'est comme si je te disais, man, c'est comme si je prenais un mouvement biomécanique précis puis que je te disais que non, ce mouvement biomécanique-là, ça vaut pas de la merde, fais pas ça, c'est pas bon. Ben, il y en a, ben, d'ailleurs, ça me fait penser overhead press ou dips. J'ai souvent entendu que de faire des dips ou de faire du overhead press, c'était pas bon pour la santé de ton épaule. Mais En tout cas, pourquoi un genre, mouvement que ouais. ton corps peut faire serait mauvais de le faire si c'est progresser intelligemment, charger intelligemment? Ben, c'est le Ouais. même principe avec le whatever hill down training. Ouais, So, ouais, je quand j'ai lu comprends. ça, j'étais comme j'étais découragé, Je découragé, comprends. découragé, Je découragé. comprends. Surtout découragé du fait que ce trainer-là pense avoir trouvé la solution au problème d'Aaron Rodgers. Ouais, c'est ça. Comme. Anyways, passons aux facteurs de risque. Moi, j'aimerais ça que tu me Yeah. parles de c'est quoi les facteurs de risque pour une blessure au tendon d'Achille. Puis Mm-hmm. j'aimerais aussi ça qu'on parle, je n'avais noté plusieurs, mais plein de facteurs de risque qui vont augmenter le risque de blessure overall, pas juste le tendon OK. d'Achille. Fait que je commencerai directement pour le tendon d'Achille, si tu veux, là. Des choses qui seraient Mm-hmm. précises à cette région-là. Le... je vais commencer par le plus simple, là. C'est en parlant des méthodes, si on veut, pour prévenir une blessure. Puis, le principe de base en prévention de blessure, c'est que tu veux exposer ton corps au même stress le plus possible qu'il va rencontrer en compétition. Fait que, par exemple, euh, je joue au foot, je suis un receveur, je vais sprinter des deep routes, je vais souvent courir des distances en haut de 40 verges. Mais si je cours jamais en haut de 40 verges au training, je me mets à risque de me faire une blessure la fois que je vais sprinter en haut de 40 verges, Mhm. rendu in-game. Okay? Ceci étant dit, si à tous les jours, tu sprints des 100 verges, man, all out, ben là, tu vas te mettre plus à risque aussi de te blesser au training ou puis même en compétition parce que tu vas avoir trop chargé ton système. So, d'une part, tu peux sous-charger ton système en ne l'exposant pas aux demandes de ton sport ou tu peux le surcharger dans le sens que là, tu vas en faire trop. Mhm. Puis le mieux qu'on peut faire en prévention de blessure, c'est trouver le sweet spot entre les deux, qui n'est pas si facile dans les faits à trouver. Okay? Puis le sweet spot entre les deux va te permettre de préparer tes tissus, tes muscles, tes tendons, tes ligaments pour
le sport sans nécessairement brimer leur fonction ou brimer leur solidité. Parce que si tu en fais trop, tu n'as pas le temps de récupérer. Puis si on prend précisément le tendon d'Achille, par exemple, ben, ce qu'on va remarquer, c'est que les fibres vont être de collagène vont être mal alignées, les fascicules vont être mal organisés. Donc, ce tendon-là va perdre de la force, va perdre de l'élasticité, puis lui va être un peu plus à risque de subir une rupture. Mais je veux dire, dans les faits, une rupture arrive tellement à des hautes forces, puis hautes vitesses, hautes charges, que c'est pas nécessairement un facteur qui a un si gros impact pour ce type de blessure-là. Ça va vraiment probablement plus avoir un impact au niveau des tendinopathies, par exemple. Par exemple, tendinite ou overuse injury. Ouais. Mais ça reste quand même un facteur de risque. Sais-tu si c'est vrai? J'avais entendu que souvent le monde qui vont se déchirer le tendon d'Achille, souvent c'est du monde qui, dans les jours ou dans les semaines avant, vont avoir eu un petit strain du mollet, un petit claquage au mollet ou des crampes de mollet ou des trucs par rapport au pied ou au fascia du pied. Il y aurait eu des genres de petits red flags que tu n'allumes pas puis qu'éventuellement ça porte ou... La force puis la puissance d'un muscle serait un facteur de risque de blessure pour son tendon. Fait que si par exemple mon mollet est fatigué parce qu'il y a eu un petit muscle strain ou à cause d'un stress chronique, puis je suis moins capable de générer de la puissance ou de la force, ou mon système nerveux n'envoie pas le même signalement à la même fréquence ou à la même vitesse, ça peut être un facteur de risque. Mais c'est dur, rendu là, de dire, OK, quel est l'impact réel? OK, est-ce que ça augmente, ça double mes chances de rupture d'un tendon d'Achille? Est-ce que ça double mes chances de claquage, par exemple? On est beaucoup, même dans la littérature scientifique, on est beaucoup dans des suppositions, là, si on veut, rendu là. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est si tu as un stress chronique, peu importe là, que ce soit un muscle ou un tendon, un volume, une intensité qui est mal progressé, qui est mal géré, ça c'est sûr, ça augmente ton risque de blessure. Okay. Ça c'est sûr. Mm-hmm. Si tu es plus vieux, c'est sûr, ça augmente ton risque de blessure. Je veux dire, plus tu vieillis, moins que tu récupères rapidement, moins que, si on reprend l'exemple du tendon d'Achille, moins que tes fibres de collagène vont être solides, moins que les fibres tendineuses vont être solides plutôt, c'est sûr ça te met plus à risque. OK. Y a-tu d'autres facteurs de risque? Plus gros facteurs de risque. Ouais, ça fait pas mal le tour. Ça serait une mauvaise préparation physique, dans le sens que, comme on a dit tantôt, que tu n'as pas du tout préparé ton muscle ou tes structures aux demandes du sport, ou tu l'aurais fait de la mauvaise façon. Donc, par exemple, si tu te dis, hey, moi je m'en vais jouer au foot, je vais faire beaucoup de changements de direction, je vais faire beaucoup de sprint, puis tu te dis, hey, je veux préparer ma cheville, mon mollet, je veux prévenir les blessures au niveau de la cheville puis de mon mollet pour la saison, puis que tu fais beaucoup de muscu au niveau du mollet, tu fais des calf raises, tu fais des calf raises heavy, puis tu progresses beaucoup là-dedans, des slow eccentric, ben tu prépareras pas ton muscle et ton tendon aux demandes de ton sport parce que ton sport demande des contractions rapides. Il demande des changements de direction rapides, tu as besoin de préparer ton muscle et tes tendons à subir à transmettre de la force avec un cycle de contraction, donc de concentric et d'étirement rapide. Donc une action concentrique et excentrique qui s'enchaîne très rapidement. Mm-hmm. Il y a probablement place à tout ça dans l'off-season, des moments où est-ce que tu vas être probablement plus lent, plus contrôlé, plus lourd, des moments où tu vas être beaucoup plus rapide, plus léger, plus explosif. Puis, probablement, mais je veux dire, ce qui va préparer tes tendons à être plus élastiques reste les mouvements de nature pliométrique.
Puis, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas démoniser le reste puis dire qu'il faut absolument pas faire de trucs plus lourds ou de ci ou de ça. Je pense que ça peut avoir non, sa parce place que dans une préparation. oui, parce que dans le fond, alors que la pliométrie va aider l'élasticité de ton tendon, un mouvement qui est lourd ou même un isométrique qui est tenu longtemps ou un excentrique qui est lent, donc un mouvement qui est plus chargé, va augmenter la stiffness de ton tendon. Okay? Okay. Puis la stiffness de ton tendon est bonne aussi pour transmettre de la force. Le problème, c'est lorsque c'est pas bien balancé, dans le sens que je ferais juste le vélo puis je fais pas de plio, c'est que mon tendon va devenir stiff. Puis si tu en fais beaucoup, beaucoup, il va devenir très, 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 très stiff. Puis il sera pas prêt à être soumis à un étirement sous charge. Versus un tendon qui est élastique, c'est qu'il est capable de transmettre de la force tout en étant étiré. Je comprends. Puis on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut te mettre plus à risque de te blesser, mais pas oui, peut-être au niveau de ton tendon, mais surtout au niveau de ton muscle. Donc, par exemple, au niveau d'un claquage, parce que ton muscle n'aura pas le choix de s'étirer plus pour compenser pour l'élasticité perdue au niveau de ton tendon. Fait que ça, c'est un autre type de blessure. Là. Puis pour revenir aux ruptures tendineuses, ben, je veux dire, un tendon, c'est vraiment solide. C'est vraiment fort. Donc, ça prend vraiment des forces élevées, vélocité élevée. Ce qui peut diminuer la force de ton tendon, juste pour summarize, c'est s'il est soumis à un stress chronique duquel tu n'as pas le temps de récupérer correctement. OK. Vu qu'on parlait de blessures, moi, je voulais qu'on parle d'un paquet de choses, plein de facteurs qui augmentent juste le risque de blessure en général. Puis j'en ai comme listé plusieurs, puis on fait le tour de ça, mais tu sais, le premier, on en a parlé plus tôt. Si tu fais un sport qui est vraiment violent, comme le foot, ben ton risque de blessure est plus élevé. C'est ça, je pense que c'est le premier. Si tu veux pas te blesser, tu veux t'assurer de ne pas te blesser, il faut que tu évites les sports violents. Je veux dire, there's no way around it. Là. Après ça, des trucs qu'on entend moins parler, une des choses, c'est une mauvaise santé générale. T'sais, pas nécessairement juste une mauvaise santé musculaire, peu importe, mais quelqu'un qui a une mauvaise santé en général, qui serait obèse, qui serait juste en mauvaise santé, qui serait cardiovasculaire, métabolique, et ainsi de suite, peut mener à plus de blessures. T'sais, ça, c'est un fact. Je pense que de t'assurer d'être en bonne santé, d'avoir une belle hygiène de vie, tout ça, ça a définitivement un impact. Il y a une des affaires, moi, dans les autres trucs que j'avais noté, les deux prochains, c'est peut-être plus pour toi, mais on a parlé de mauvais entraînement ou de préparation, mais il y a aussi, penses-tu qu'il y a un impact de la qualité de mouvement, que ce soit, peu importe, soit à l'entraînement musculaire, le mouvement sur le terrain, penses-tu que la qualité de mouvement va augmenter? Ça peut être c'est très subjectif, je pense, quand on parle de qualité de mouvement, là. Je pense pas que ce soit qualitatif, mais est-ce que la qualité de mouvement va augmenter le risque de blessure? Fait que, il y a plein de façons de le voir, là, mais... De quelle façon est-ce que tu déterminerais la qualité d'un mouvement? Ben, c'est parce que là, j'ai pas l'exemple. J'ai pas l'exemple pour une blessure au tendon d'Achille. Mais exemple dans le gym, sur un squat ou un bench. Tu sais, je veux dire, il y a des squats qui peuvent être faits avec une super belle qualité, une belle forme, une belle technique, puis il y en a d'autres que c'est comme, ton squat en ce moment est pas très qualitatif. Tu sais, il y a du travail à faire sur ton mouvement de squat. Puis ça, c'est peut-être pas l'exemple le plus clair, là, mais la qualité du mouvement ou de peu importe, pour quelqu'un d'autre, est-ce que la qualité du mouvement serait ta technique de course, par exemple, ou ça reste que ça peut être qualitatif, right? Ouais, okay. Dans ce sens-là. Si on y va avec quelque chose qui est peut-être plus facile à imager, si mettons on parle technique de course puis de risque de blessure au niveau du claquage, ben, on remarque souvent que quelqu'un qui va overstride ou qui va essayer de faire des grandes foulées puis qui va essayer de griffer le sol puis de pull le sol vraiment fort va être pas mal plus à risque de se claquer un ischio parce que ça augmente énormément le stress sur ton ischio-jambier. Puis aussi, tu viens un peu dénaturer ton rythme ou ta coordination au niveau de ton
ton sprint, surtout si on parle de mécanique de high velocity. Okay? Parce que je prends l'exemple encore du sprint. En high velocity, ton ischio travaille énormément, mais il travaille dans une contraction qui est presque isométrique parce que ton contact au sol se fait rapide. Tu vas toucher le sol, ton pied va aller au sol, puis tac, tu vas bounce. Puis ton ischio va se contracter super fort à ce moment-là, mais il a besoin de se relâcher par la suite pour être capable d'aller chercher une belle amplitude de mouvement sans nuire à ton cycle de course. Si toi, volontairement, tu essaies de pull le ground, tu viens de faire ce timing-là, tu viens surcharger ton ischio, et oui, ça te met plus à risque. Okay? Je suis sûr que c'est pour ça que je me suis claqué en 2018 maintenant que tu en parles. Mais ça se peut, puis je le vois, puis parenthèse, man, le pire sprinting cue que tu peux donner à quelqu'un, man, c'est de griffer le sol. C'est les fameux griffés. Prends ton spike, pull dans... Ouais. Ça, man, c'est un killer, man. C'est un no-go, man, en sprint. Exactement pour la raison pour laquelle on vient d'en parler. Puis, man, au niveau du Achilles, je suis pas sûr, par contre. Je sais pas s'il y a quelque chose qui met plus de stress au niveau de ton tendon d'Achille ou ton mollet alors que ça devrait pas. Ben, je me dis à la base, peut-être juste quelqu'un qui aurait vraiment pas de dorsiflexion. T'sais. Probablement que ça te met plus à risque si t'es poussé dans cette amplitude-là. Exemple, Aaron Rodgers a un gars sur le dos, puis ça fait que le genou doit aller vers l'avant, puis il n'y a pas cette mobilité-là réellement, puis ça vient créer un strain auquel il se rend pas, peut-être. Peut-être, mais au niveau du tendon, c'est pas nécessairement en termes d'amplitude de mouvement à une articulation, c'est plus par rapport aux qualités élastiques de ton tendon. Tu pourrais avoir zéro dorsiflexion, mais avoir des tendons super forts, super en santé, super élastiques pareil. OK. Donc, à la limite, ça serait quasiment plus une blessure musculaire à ce niveau-là, s'il n'y avait vraiment pas de mobilité, ou même articulaire, si c'est l'articulation qui limitait la... Ouais, peut-être, mais c'est... Okay. Encore une fois, je pose des questions. Je trouve ça plus dur au niveau de se poser au niveau de la cheville du mollet versus dans ton cycle de course. Puis dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est que tu peux vraiment détimer ton pattern complet, ton cycle complet. OK. On continue sur les autres. I don't know. I'm not sure. Ouais. Les autres facteurs de risque. Une des choses que je pense qui est underrated, c'est... Il y a deux choses, là, je le vois en deux branches, mais un, d'avoir une mauvaise composition corporelle. Puis deux, quelqu'un qui est vraiment trop lourd pour son frame puis sa génétique. Quelqu'un qui est juste trop lourd pour ce qui est naturel pour lui, qui essaie de put on du size, qui essaie d'être plus pesant. Je suis convaincu que ça a un impact sur le risque de blessure. Quand on parle de risque de blessure, il faut tout le temps se dire quel type de blessure aussi. Okay? Je pense oui, c'est très généralisé là, ce que je dis. On parle pas de tendon d'Achille, on parle de risque de blessure généralisé, big scale. On met tout ça ensemble en ce moment. Je pense que oui. Puis la raison, d'après moi, étant simplement que ton tendon, tes ligaments prennent beaucoup plus de temps à s'adapter que, mettons, tes cellules musculaires ou juste ton body weight. Tu pourrais prendre du poids vraiment vite. Tes muscles s'adapteraient relativement vite puis seraient capables de peut-être tolérer ce poids-là, mais pas nécessairement tes tendons puis pas nécessairement tes ligaments. Les tendons sont très peu vascularisés comparé aux cellules musculaires, aux fibres musculaires. Yeah. Donc, ça prend beaucoup plus de temps parce que tu as moins de blood flow qui vont irriguer ces régions-là du corps qui va permettre à une récupération d'être plus ou moins rapide. Ça se peut très bien. Là. On a tous déjà entendu parler d'un gars, man, qui a pris du poids vraiment vite, 15-20 livres durant son off-season. Puis là, tu parlais d'obésité et de mauvaise composition corporelle, mais 15-20 livres de muscle mass, lean, puis boum, il se claque un ischio. Il se claque un ischio, il se claque un pec, il se claque un...
Puis là, il commence à être tout le temps blessé ou il Ouais. commence à sentir ses stiff joints. Puis je prends mon propre exemple. Au collégial, j'ai pris du poids quand même rapidement, puis j'avais toujours les chevilles stiff, j'avais les tendons d'Achille irrités, j'avais des genres de tendinopathie qui se développaient. Puis ça m'a suivi jusqu'à mes premières années universitaires. C'est parti, c'est parti presque en même temps que lorsque j'ai recommencé à. Quand j'ai commencé à perdre du poids, puis avoir un poids qui était peut-être plus naturel pour mon frame. Mhm. Aucun doute. Aucun doute. À ce Après, niveau-là, je pense que c'est dur de le prouver et d'aller le chercher dans la littérature scientifique, mais moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose. exact. Une des choses que les athlètes oublient souvent, ok, puis ça, je trouve ça important, parce que quand on parle de recovery, puis on en parle souvent, là, comme les athlètes, quand on parle de recovery, ils pensent à recovery musculaire. Ok, ils pensent à qu'est-ce que je peux faire pour aider mes muscles à recover, me rouler, m'étirer, tu sais, peu importe. Dans ma tête à moi, le recovery réellement, c'est par rapport à ton système nerveux, c'est la fatigue centrale, c'est là où l'importance du recovery doit être faite. Puis je pense que d'avoir ce que certains appellent un CNS overload ou un SNS overload pour le sympathetic nervous system, je pense qu'une charge de stress allostatique qui est trop grande peut aussi augmenter le risque de blessure si le système nerveux est overloaded, si on veut. Là. Quelqu'un qui vit beaucoup de Vraiment, man. stress est Vraiment. plus à risque que quelqu'un qui vit moins de stress, qui manage mieux son stress, qui balance mieux les stress de toute sa vie. Là. Pas juste le stress du training et du foot, là, mais de tous les stress qui vont ensemble. Je suis convaincu que ça a un impact. Vraiment, man. Puis le facteur, man, qui le souligne le mieux, c'est la qualité puis le temps de sommeil que tu as à chaque nuit. 100%. Je veux dire, ton temps de sommeil, plus tu dors, mieux ton sommeil est soigné, plus tu dors à des heures constantes, moins tu as de chances de te blesser. Mm-hmm. Mieux tu vas récupérer, plus tu vas diminuer le stress sur ton système nerveux. C'est le facteur numéro 1 de récupération. Puis on le voit, man. Le monde qui dort moins sont bien plus à risque de se blesser. Tout Les, type de blessure confondue. Ouais, j'avais trouvé deux stats par rapport. Une qui était de Matthew Walker, puis l'autre qui était un cours que j'avais fait avec Phil Smith de Prescript. Puis ça se ressemble comme stats, là, mais les deux disaient que si quelqu'un dort moins de 8 heures par nuit, puis pour moi, dormir 8 heures, c'est pas je ferme la lumière à 10, je me lève à 6. C'est comme là, t'as fermé la lumière pendant 8 heures, t'as pas dormi Mhm. 8 heures. Le temps de t'endormir, des fois t'as des micro-éveils. Dans une nuit, tu dors pas 100% du temps que t'es couché. Il y a personne qui dort 100% du temps qui est couché. Mais quelqu'un, une nuit de moins de 8 heures, un dit 1,7 fois plus à risque de te blesser, puis l'autre dit 2 fois plus à risque de te blesser. C'est énorme, là. C'est énorme. 1,7 à 2 fois plus à risque de te blesser si tu dors moins de 8 heures. Fait que, définitivement, ça, c'est probablement le plus grand facteur de risque de blessure. Mhm. 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 Y a-tu d'autres facteurs de risque qui te viennent en tête rapidement? Tu sais, je veux dire, on a nommé plusieurs, mais. Ouais. Le dernier que je nommerais qui est underrated puis qu'on parle beaucoup avec les athlètes qu'on coach, c'est vraiment la disponibilité énergétique. En anglais, on appelle le EA, ou Hmm. Energy Availability. Puis souvent, un athlète qui est underfueled à travers une saison ou à travers une année va être plus à risque de blessure, va probablement avoir une moins grande densité osseuse, probablement qu'il va moins bien récupérer puis tout ça. Fait que d'avoir une bonne disponibilité énergétique, c'est super important. Fait que c'est pas parce que tu perds pas de poids, par exemple, que tu as une mauvaise disponibilité énergétique. Puis ce qu'on vise à faire avec des athlètes en saison, c'est d'augmenter la quantité qu'ils mangent pour qu'il y ait une bonne disponibilité énergétique. Puis ça reste qu'à travers une saison, c'est un défi, là. Mais de pas manger assez, de pas avoir assez de tous les macronutriments, les micronutriments, et ainsi de suite, peut définitivement augmenter ton risque de blessure, que ce soit osseuse ou autre, comme ça, c'est fact. Là. Fait que c'est le dernier. Il y en a d'autres, là, mais c'est le dernier que je pense qu'il valait vraiment la peine de nommer aujourd'hui. Le reste, on va pouvoir en reparler à Ben, plein d'autres moments. Puis, moi, ce qui me saute aux yeux, là, on parle des facteurs de risque et tout, puis on a parlé de plusieurs choses, puis pas nécessairement dans l'ordre des plus importants ou ce qui amène le plus de risques, mais si on prend le temps de se poser la question, qu'est-ce qui va avoir le plus gros impact sur la prévention de blessures, c'est des choses qui ont peut-être qui ont pas rapport à ce qu'on est habitué d'entendre. Ça va être sommeil,
nutrition, progressive overload. Puis, je veux dire, c'est pas nécessairement de faire des tip raise. Genre, des c'est tip raise, mais c'est pas nécessairement de faire un... Yeah, exact. C'est pas ce qu'on va voir, man, sur les réseaux, qu'est-ce qui est mis de l'avant, man. Ouais. Faire du roulage, c'est une des autres affaires qu'on voit pour prévenir les claquages, là, le monde qui sont couchés sur des... Ça a été un trend, je l'ai vu passer, mais pas si récemment que ça, mais tu serais couché sur le dos, puis tu aurais les pieds soit sur un bossu ou un Swiss ball ou sur un élastique style chaos. Tu kicks le Swiss ball... Tu kick the hell out of the Swiss ball avec tes talons. Ouais, comme that's not what's gonna prevent your injury. Straight up. Fait que... Anyways. Non, man, c'est l'exposition, man. Training-wise, là, c'est l'exposition aux demandes de ton sport qui va le plus te shield. Cette exposition-là doit être progressive. Elle doit surcharger ton système d'une façon qui te permet de bien récupérer. Je veux dire, c'est that's it. Même si tu penses, tu sais, même si on pousse à un autre niveau, là, si tu penses prévenir les blessures que tu vas te faire en sprintant, sans sprinter, t'es dans le champ, man. T'es dans le champ. 100%. C'est number one, man. Yeah. Anyways, tout ça pour dire que je doute que grand-chose qu'on ait nommé aujourd'hui aurait prévenu la blessure d'Aaron Rodgers ou J.K. Dobbins. Tu sais, je pense qu'il y a trop de choses. Puis c'est impossible de pointer le doigt à une chose, là, que ce soit training, que ce soit son heure sommeil. Tu sais, c'est pas de dire que Aaron Rodgers n'a pas dormi assez la nuit avant ou comme « that's not it ». Non. Je pense que c'est la somme de tout ça. Puis je veux dire, on parle de demande du sport, là, puis guys, don't get me wrong. Oui, tu joues au foot, puis oui, tu vas te faire tackle, mais c'est pas une raison pour aller faire des simulations de tackle avec du poids sur le dos pour prévenir les blessures de rupture de tendon d'Achille. Guys, that's not it. OK? Yeah. Il faut... rule number one, puis je pensais pas devoir la dire, mais il faut pas que tu te blesses au training. Fait que si tu fais quelque chose de stupide à l'entraînement qui te blesse, tu vas pas prévenir les blessures. Non, exact. All right. Hey, on conclut ça là-dessus. Fait que merci, puis à la prochaine. Peace. Je pense que dans cet épisode du podcast-là, moi et Marc, on a vraiment mis au clair qu'il y a un paquet de types de blessures qu'on peut pas prévenir, surtout dans un sport de collision comme le football. Aaron Rodgers, J.K. Dobbins, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on a pu faire pour les aider sur le field la journée qu'ils se sont blessés. Ceci étant dit, c'est pas une excuse pour que tu skippes tes trainings de mollet, ta mobilité, ta stab. Il y a quand même un certain type de blessure dont tu peux diminuer le risque d'occurrence sur le field. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me trouver @DanisCoaching sur Instagram. Vous pouvez trouver Marc @MVP Nutrition.